C'est vrai qu'au début, pendant qu'on montait enfin cet atelier, on avait comme on était vraiment pressé de parler de l'organisation de la gestion, mais à la fin on a trouvé que c'était un sujet qui était beaucoup plus un coup dans la gorge. Mais Stéphane a dit, pas question Alain, comme tu l'as évoqué, tu le prends en charge. Donc, étant donné que nous avons des expériences qui vont passer, je vais surtout insister sur des principes qui sont théoriques, mais théorico-pratiques. Je disais que le plus souvent, quand nous sortons de l'école, nous apprenons à soigner, on ne nous apprend pas souvent à gérer. Et quand vous êtes jeune médecin sur le terrain, on sait ce qui se passe. On vous balance à droite, on vous balance à gauche. Vous finissez par connaître la gestion le plus souvent en fin de votre carrière. Mais la raison, elle est tout à fait simple. Dans le cursus, et c'est heureux aujourd'hui maintenant qu'on a commencé maintenant par introduire ces notions. Dans le contexte de l'infection à VIH, la prise en charge de l'enfant se fait au travers de ce qu'on appelle un site. Parce que je crois que c'est avec le VIH que, enfin, je ne suis pas tellement... Il y en a qui sont beaucoup plus vieux que moi dans cette salle en matière de pratique de la médecine. Mais ça se fait à travers un site. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord que l'on parle de site pédiatrique. Au début, non, ce n'était pas possible. C'était site, c'est plus souvent les médecins d'adultes qui étaient les chefs et nous étions obligés de les suivre. Maintenant, c'est heureux que nous demandions à avoir notre indépendance, comme l'a dit le professeur Blanche hier. Mais quand on décide vraiment de mettre en œuvre une nouvelle activité, on vous attend sur la réussite de cette nouvelle activité, mais on voit également ce que vous faisiez, en quoi ça joue sur ce que vous étiez en train de faire. Et ça, c'est les deux choses qu'il faudrait vraiment se mettre en tête. Et mais là, quand vous voulez mettre en place une nouvelle activité, c'est clair, la première chose qui passe, c'est l'idée. J'ai l'idée de faire ceci. Mais le second point, c'est la vision. Si vous avez une idée, vous n'avez pas une vision, c'est là où, tout au long du processus, ça chavire. Et quand ça chavire, on sait bien ce qui finit par se passer. Donc, quand vous avez une vision, tout rentre dans l'ordre. Ma vision, je veux... si je prends un exemple, j'ai envie de faire de la dépense, j'ai dit, ma vision, c'est de soulager la souffrance des parents. La vision, c'est que ces enfants, à l'âge où ils sont capables de se reproduire, qu'ils y pensent, qu'ils passent par tout ce qu'on a entendu. Donc, il faudrait forcément avoir une vision. Bref, un grand slogan. Mais dans la gestion, il y a deux considérations qui rentrent en ligne de compte. Ça, on dit peut-être c'est selon la zone de compte. Mais il y a les considérations administratives, les considérations techniques. Considérations administratives, c'est ce qui est connu vraiment en termes de gestion, que vous soyez dans n'importe quel domaine. Mais les considérations techniques, c'est le domaine spécifié qui est concerné. Donc, je vais passer progressivement par tout ça, la définition claire de la mission, l'organisation, le fonctionnement, les activités de soutien et de renforcement. Et quand vous avez une vision, la première des choses, je dis, quelle est ma mission? La mission doit être claire. Il y a des centres, c'est juste, ils veulent donner des soins, ça s'arrête là. Il y en a qui disent, je donne des soins, je fais la formation. Il y en a qui disent, je fais la formation, je fais la recherche. Il y en a qui disent, je crée ceci, c'est pour faire des soins, mais c'est pour réaliser aussi un plaidoyer. La mission doit être claire, ce que vous attendez. Et lorsque celle-ci est définie, l'organisation maintenant en découle. Qu'est-ce que je mets en place? Quelles sont les entités que je mets en place? Je dis que je veux m'occuper des enfants dépendants, je veux donner des soins, je veux faire la recherche. C'est tellement que dans mon organisation, on doit savoir qu'il y a quelque part où il veut donner des soins. On sait qu'il y a quelque part où il veut organiser la recherche. Mais c'est ça. Et tout ça là doit être assorti d'un organigramme. Donc c'est voilà là où chaque chose se passe.
si vous la définissez, si vous ne définissez pas ça, vous ne définissez pas l'organisation, il y a des problèmes. Puisque c'est pour éviter les problèmes de conflit. Mais l'élément qui suit, je l'ai appelé l'éléphant. Nous allons bien mettre les structures en place, mais elles ne sont pas fonctionnelles. La structure doit fonctionner. Quand vous avez mis des organisations en place, on dit cette unité, qu'est-ce que cette unité doit faire? Qui sont ceux qui doivent travailler là? De quoi ils ont besoin? Mais quand est-ce qu'ils se rencontrent pour décider de ce qu'ils font? Quand est-ce que réellement ce qu'ils ont décidé, ils mettent ça en musique? Mais il faudrait que tout cela ait été défini. Et après, de dire, mais comment est-ce que tout ça se met dans un grand ensemble? Et ça revient vraiment à la notion, au niveau de la superstructure, les staffs que vous avez, les réunions que vous avez, pour que tout le monde voit, est-ce que réellement les différentes structures fonctionnent et sont vraiment en cohésion pour qu'on puisse vraiment atteindre la mission que nous sommes fixés. Donc, par exemple, quand vous êtes dans un truc, mais c'est le fonctionnement qui définit le circuit. Vous devez définir le circuit. Après ça, c'est là. Après ça, c'est là. Dans quelles conditions? Après A, au lieu d'aller à B, vous êtes obligé de passer à C. Et ça, c'est les réunions permanentes que vous avez qui vous permettent de définir vraiment le fonctionnement de votre organisation. Et quand on dit fonctionnement, c'est là réellement qu'on réalise tous les plans de formation. Si vous avez décidé de faire de la formation, tous les plans d'allocation de ressources, si vous ne les faites pas, ça se chamaille, on ne sait pas ce que ça donne. Et là, c'est important, le fonctionnement. Mais il y a surtout ce qu'on appelle les activités de soutien. Et c'est là où on vous attend. Parce que tout est planifié, on sait comment les choses doivent fonctionner. Mais il faut que les choses soient effectives. Le premier élément que je retrouve, c'est le leadership. Il faut l'effectivité. On a mis une organisation, les choses doivent rester telles que c'est. Et vous devez être derrière. Le plus souvent, quand on établit les plans, organisation, le fonctionnement, le chef, il sourit. Mais dès que vous avez décidé, il est derrière quand il a les ressources. Vous ne marchez pas dedans, il frappe. Parfois, j'ai des terminologies militaires, mais non, c'est civil, mais excusez-moi, c'est le jargon qui est utilisé chez moi. Je vais essayer de l'adapter avec le temps. Mais c'est ça, tout doit fonctionner. Mais quand tout fonctionne, ce n'est pas forcément... Le leadership, c'est de laisser chacun dans son rôle. Je vois le plus souvent dans un service, vous voyez, parce que, mais on me dit, je dois m'occuper des soins, pendant que quelqu'un est là pour organiser la formation. Du coup, quand il voit qu'il y a un intérêt, il change, il se roule de l'autre côté. Non, quand vous avez le déjà dit, non, mon cher ami, vous êtes là, vous devez promouvoir là où on vous a mis. Parce qu'il y a un certain nombre de responsabilités qui incombent à vous. L'autre chose aussi, c'est que ici, nous sommes tous des chefs. Sans moi, personne. Ah oui, le chef tout puissant. Le chef, il est là pour accompagner. Mais quand il n'est pas là, le service doit toujours rester fait. Et il doit veiller à ça. Peut-être que c'est des considérations purement théoriques. Le second point que je retrouve, c'est la revue du système. Quand vous travaillez, vous êtes en train d'y aller, vous avez défini les choses, il y a des moments où forcément vous devez vous dire, est-ce que c'est la belle manière de travailler? Nous avons décidé de faire le diagnostic précoce au papier buvard. Nous avons le circuit du patient. Nous trouvons qu'au niveau du suivi biologique, c'est là où le problème doit se passer. Quand nous avons fonctionné pendant 3 mois, il faut qu'on revienne pour dire, est-ce que c'est toujours la même manière de travailler? Et ça, il faudrait que l'organisation ait déjà prévu un moment où nous nous retrouvons pour échanger. Et c'est à cette occasion que ça peut... Et là, dans ces conditions, quand il y a un problème, de voir votre organisation, de voir votre fonctionnement, parce que tout passe de là. Dysfonctionnement, le plan n'a pas de dysfonctionnement. Nous avons des organisations, mais ces organisations ne fonctionnent pas. Donc, c'est ça. La revue du système, c'est ça qui peut vous permettre de savoir quels sont les facteurs internes. Votre force, vos faiblesses. Et ensuite, les facteurs externes, les menaces et les opportunités. Certaines fois, je vois des sites, bon, on dit, mais nous avons des problèmes. Je dis, mais vous avez toute une éventail d'opportunités autour de vous. Mais il faut aller vers les opportunités. Mais avant d'amener une opportunité, je veux des ressources au niveau du JPSR
Mais quand chez moi, je ne fonctionne pas, je ne maîtrise pas mes forces et faiblesses, quel que soit ce qu'ils vont amener, je vais dans le décor. C'est pourquoi, ouais, je suis désolé de dire, nos systèmes, on met souvent des ressources, système de vaccination, système de ceci. On amène, mais c'est ça. On ne maîtrise pas les forces et les faiblesses. Quelles que soient les ressources qu'on amène, Rotary Club, nous allons toujours voir que la polio continuera toujours d'avancer parce que on ne maîtrise pas vraiment les facteurs stratégiques. Ça, c'est les facteurs stratégiques. La formation des ressources impliquées. On parle, Patricia disait tout de suite, mais voilà, nous allons, la délégation de tâches. Si vous avez un bon système de fonctionnement, tout doit bien marcher. La formation se fait à flux tendu. Et si vraiment vous revoyez votre système, chez moi, quand on a voulu faire la formation pour la technique DBS, on dit voilà, il faut une assistance sociale et quelqu'un qui est dans le suivi clinique. J'ai envoyé une infirmière senior et puis l'assistance sociale. Mais quand ils sont venus, quand ils ont rendu compte de la formation, ben on a commencé. J'ai commencé l'infirmière senior, mais elle ne pouvait plus continuer. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas été formé, qui a été formé ensuite sur le site, qui fait le travail et qui le fait bien. Et qui est responsabilisé pour. Je vais y revenir. Donc, la délégation de tâches, c'est ça. Et la délégation de tâches, quand vous confiez une tâche à quelqu'un, ne venez pas faire son travail. Il fait son travail, il y a un moment, il revient. C'est un plan que vous définissez ensemble, connu de tout le monde. Et après, il vient, il en rend compte. On sait là où il en est, qu'est-ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il peut passer à la vitesse suivante. Souvent, nous confions, nous faisons demi-tour, après on dit que mais les gens ne travaillent pas, mais quelque part, nous en sommes responsables. Les témoins et la documentation, on parle de recherche et tout ça. Je fais bien. Nous allons parler de la recherche. Quand on fait la recherche, ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est pour faire plaisir au patient. Et c'est aussi un élément de plaidoyer. Vous venez, voilà ce que j'ai, je peux régler les problèmes en faisant ci et ça, mais vous y allez. Le bâtiment dont je vous ai parlé hier, où c'est vraiment le personnel, c'est l'argent du personnel qui l'a fait, c'est vrai, avant qu'on autorise, parce que chez nous, avant qu'on change un bâtiment, il faut réellement un plaidoyer. Mais c'est à partir d'un travail, quand on a fait le travail, mais le commandement, ils étaient obligés de dire, bon, il n'avait pas de l'argent, ah non, ça va coûter cher, mais moi, je voulais juste qu'ils me disent oui. Il dit oui, je dis, les ressources sont disponibles, allez-y. Après, ils sont tous venus pour l'inauguration du bâtiment. Ouais. Mais avant qu'on donne l'autorisation, il faudrait que vous ayez amener la preuve. Donc, par le témoignage, vous faites ce qu'on appelle le leading up. Le leading up, c'est je travaille, mais je veux que mon chef me suive. C'est à moi de faire en sorte pour lui dire, voilà dans le sens, et que j'amène des arguments imbattables. Mobilisation de ressources. Non, la mobilisation de ressources, elle est tout à fait simple. Je vois du tout quelque chose à fait simple. Vous voyez, parfois quand on vous donne un carton de feuilles, je vois dans les services où, voilà, même des grands patrons, ils sont obligés dans le bureau du grand chef avant de demander des feuilles. Non, mais la mobilisation de ressources, c'est d'abord le peu que vous avez, comment vous l'utilisez. Le peu que vous avez, vous devez démontrer que vous l'utilisez d'une façon efficiente. Je ne vais pas revenir sur les termes vraiment programmatiques, efficience, efficacité, tout ça. Mais là, dans ce cas, quand les gens voient, ils savent que vous savez utiliser les choses d'une façon rationnelle. Celui qui donne un peu, le lendemain, il donne beaucoup plus. Et aussi, celui qui vous donne les ressources, tant que vous ne l'apportez pas la preuve comme quoi vous êtes efficient, il lui est difficile d'avancer. Qu'est-ce que vous lui donnez? Qu'est-ce qu'il vous donne? L'intégration des services par rapport aux activités traditionnelles. En 2003, j'étais avec Catherine Dolphus. Chaque fois que je voulais faire, elle me dit non, docteur, à partir de ce que tu as. Parce que quand vous amenez quelque chose tout brut de l'extérieur, vous l'intégrez, ça fait du vertical. Mais quand vous commencez à faire à partir de ce que vous avez, vous intégrez réellement. Donc, ne l'oublions pas. La valeur ajoutée, je vais aussi y revenir. La valeur ajoutée par rapport aux activités du centre. Parce que quand vous développez une nouvelle activité, il faut savoir ce que ça vous amène en plus des indicateurs de base qu'on vous a, sur lesquels on doit vous juger. Le cycle de la planification également, ça a un rôle très important. Vous avez la vision. Quand on a la vision, je fais ceci. Après, je fais ça. Après, je fais ça. Après, je fais ça pour pouvoir atteindre le but. Mais à chaque étape, il faudrait définir qui fait quoi. On responsabilise. Je vous ai responsable aujourd'hui. Ce n'est pas évident que vous soyez fort, mais je vous capacite. Donc, la capacitation, c'est à tous les niveaux. Même le responsable. Moi, mes missions au niveau de mon service, c'est bien défini. Tous les 3 mois, tout le monde est assis. Docteur, vous faites ça là, ça ne va pas. Vous faites ceci, ça ne va pas. Vous faites ceci, ça ne va pas. J'entends et puis je dis oui, je vous ai entendu, je vais en tenir compte.
Tout le monde a une capacité. Même à diriger, nous devons une capacité, mais c'est à nous de permettre. Parce qu'il n'y a plus personne qui peut apprendre au chef, il n'y a que ceux avec qui il travaille qui peuvent lui apprendre à diriger. Après la capacitation, il faut créer la valeur ajoutée. C'est clair. Mais tant qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, vous ne pouvez rien valoriser. Vous ne pouvez même pas motiver. Parce que quand quelqu'un vient du matin de 8h à 12h30, il dit je veux motivation, mais il est là de 8h à 30, il doit travailler. Il fait son travail, et puis ensuite il s'en va. Si quelqu'un dit je fais la prise en charge nutritionnelle, mais en temps, de là, mais il crée quelque chose pour voir améliorer les choses. Là, ça demande à être motivé. Parce que c'est sur le sens de la création de la valeur ajoutée, ça va dans le sens qui permet la motivation pour qu'il puisse mieux avancer. Mais s'il ne le fait pas, il n'a rien. Il vient, il a son salaire, le cash, des 30 jours, des 31 jours, des 28, des 29, suivant l'année. Donc c'est clair. Et quand vous reprenez, quand vous atteignez l'objectif, vous passez au cycle suivant, la trajectoire du développement. Donc, je viens vraiment de finir avec les considérations techniques. Si vraiment tout ça là est en place, je suis certain que ça, c'est les principes de gestion de base. Quand vous les avez, je crois qu'il reste seulement à savoir les considérations techniques. Les considérations techniques, c'est 3 volets. La nature du problème à gérer, les acteurs impliqués et puis la valeur ajoutée. Et tout ça a un focus sur les personnes qui sont directement concernées, les indirects et aussi ce que le VIH apporte au centre. Quand vous voyez la nature du problème, vous voyez, nous avons des enfants affectés, nous avons des enfants exposés, nous avons des enfants infectés. Donc, nous savons comment, déjà avec la science, comment est-ce que tout ça là se passe. Quelle est leur histoire naturelle. Et nous voulons couper quelque part l'histoire naturelle en les mettant dans un certain circuit. Donc, la mission en dépend, votre organisation en dépend, le fonctionnement en dépend. Mais les acteurs sont d'une importance capitale. D'abord, les acteurs au niveau du site. Nous avons un site pédiatrique. C'est toute personne qui intervient à un point quelconque du circuit de ce patient. Les patients, les professionnels de santé et les acteurs extérieurs intervenant directement dans les soins du patient. Tout ça, c'est acteurs au niveau de votre site. Mais en dehors du site, il y a beaucoup d'acteurs. Mais tout se voit en termes comme on voit. Celui qui est à l'intérieur, parce que je peux être dans un service et ne pas être acteur de tel ou bien de tel programme. Mais c'est la même chose. Ceux qui sont aussi en dehors, s'il est acteur, il doit être acteur extérieur, mais en fonction de son utilité. Et voilà, quand je reprends ici la dynamique d'association des acteurs du site, la dynamique d'association des acteurs en dehors du site, quelle utilité? Qui sont-ils? Ils sont directs et indirects. Les acteurs qui sont en dehors du site, les directs, c'est même dans la structure sanitaire. J'ai un service de pédiatrie, je suis dans un hôpital, qui sont ceux qui sont autour de moi, qui travaillent avec moi? La PTME, la maternité, les adultes, parce que c'est considérant aussi, en tenant compte des considérations techniques. Et en dehors de la structure, qui sont ceux qui contribuent à ce que je suis en train de faire? Et ensuite, qui sont ceux qui font la même chose que moi? C'est important. Et bien entendu, bon, le plus grand des grands, le Programme national de lutte contre le sida et puis le ministère de la Santé. Maintenant, les indirects, c'est autre chose. En matière de mobilisation de ressources, toute personne qui vous côtoie, qui vient chez vous, qui n'a peut-être rien à faire avec ce que vous avez fait, doit être un contributeur prospect. Et il faudrait forcément l'utiliser pour ce que vous entendez faire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font chez moi, des gens qui viennent, qui nous appuient, mais c'est des gens qui n'avaient aucun rapport, ils n'ont jamais. Mais ils veulent juste savoir que vous avez un modèle, ils viennent, vous les faites entrer et puis ça passe. Aujourd'hui, maintenant, nous avons un programme, par exemple, je vais témoigner, un programme pour l'accès des femmes aux activités génératives de revenus. C'est vrai, on avait des partenaires traditionnels, mais il y a un monsieur comme ça, il est venu, je dis, bon, mais tiens, venez. Donc, je lui ai montré le bâtiment, tout simplement. Il vient, je dis, voilà, ici, c'est le communautaire, voilà ce qu'on développe. Il dit, tiens, je ne sais pas là où il travaille. Il dit, ah oui, moi, je travaille au ministère de la microfinance. Ce que Optimal avait l'habitude de dépenser pour former les gens, ils ont débarqué des formateurs
et c'est à 0 francs pour Optima. Et aujourd'hui, ils sont prêts maintenant, même pour travailler, même pour l'enfant de base. Il vous a dit, il ne fait pas que le VIH, c'est l'enfant reçu au niveau de notre structure. Et tout ça là, doit rentrer en ligne de compte avec 5 minutes. Merci. Le PNL, c'est pour dire, vous voyez, tout ce que nous avons, quand on prend le modèle, par exemple, de la thérapie, vous voyez les différentes variables opérationnelles, mais nous avons aussi les variables organisationnelles. Ça, c'est le PNS. Ils ont les directives, ils ont les ressources, ils ont les performances, le plaidoyer, la recherche, la stratégie, les politiques de programme. Nous devons aussi les écouter. Si je vais au-delà, je vois tout ce qui est organisation pour définir l'IAS, les différentes conférences, l'OMS, ainsi de suite. Donc, même quand vous travaillez sur là, aussi c'est comme des acteurs, mais qui sont un peu derrière notre structure fêtière, qui est le programme national de lutte contre le sida. Je vais donner un exemple, par exemple, quand on parle par exemple du recrutement d'enfants. Au niveau du site, c'est clair, quand vous êtes dans un site de pédiatrie, c'est tout ce qui suit les enfants dans le cadre de la PTME, et c'est tous les agents, tous ceux qui travaillent dans la consultation de l'enfant. Mais en dehors du site, vous avez le laboratoire, vous avez les services de prise en charge adultes, vous avez les centres de santé, vous avez les communautés, vous avez le truc d'orphelinat. Et ça se traduit quand vous voyez par exemple ce modèle, quand nous avons, quand nous jetons un coup d'œil sur notre recrutement, vous voyez 2,5% sur la PTME, dans notre cohorte en 2008, PTME plus 18%. La consultation pédiatrique, ce que nous faisons, c'est seulement 6,5% des patients que nous avons dépistés. Mais vous voyez, les centres médicaux, 50%. Et les structures de lien, VIH adulte, tuberculose, parce que le programme de lutte contre la tuberculose, le centre, par exemple, il y a le truc des sœurs qui s'occupent des orphelins, vous voyez. Et puis ensuite la communauté, parce qu'il y a des gens qui viennent là. Étant donné qu'il y a des programmes d'éducation à la santé, mais quand ils vont dans les familles, ils voient des enfants souffrir, ils les amènent. 10%. Mais comment opérationnaliser ce concept? Parce que nous sommes dans un concept beaucoup plus théorique. Comment il faudrait opérationnaliser le concept? D'abord, c'est clair, c'est pour résumer en fait un peu de tout. Pour un clinicien, quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans les domaines de stratégie, de choses là. Donc, quels sont nos objectifs? Quels sont nos moyens? Quels sont nos partenaires? Le circuit pour le patient et la famille et quelle évaluation faisons-nous de notre travail? Grosso modo. Nous, en tant que praticiens, c'est ça que nous prenons. C'est bien d'avoir ces questions, mais de ne jamais oublier les principes stratégiques. Certaines fois, vous travaillez pour avancer, ce n'est pas le travail que vous faites à l'intérieur. Vous êtes obligé de considérer l'environnement si vous devez avancer. Mais c'est des questions de base. Mais si spécifiquement, vous voyez, lien avec l'obstétrique, là, vraiment, on rentre vraiment dans complètement le côté purement technique, lien avec l'obstétrique, les services VIH adultes, le lien avec le laboratoire, la consultation pédiatrique, le recueil des données, ainsi de suite. La valeur ajoutée. Quand vous faites le VIH et que vous n'êtes pas capable de produire une méthodologie d'organisation de fonctionnement, d'avoir une approche d'appréhension des différents problèmes rencontrés, de développer des compétences et surtout voir qu'est-ce qui vous a permis de réussir, c'est ça la valeur ajoutée. Mais c'est ça ne devient valeur ajoutée que quand vous l'aurez investi dans le fonctionnement global du service. Par le VIH, si je prends une assurance sociale, ça doit devenir une assurance sociale du service. Sinon, cette assurance, elle meurt. Enfin, l'assistance sociale, je parle. Ce service meurt. Aujourd'hui, maintenant, nous avons vu beaucoup de gens qui ont travaillé dans le VIH, les gens les recrutent pour aller travailler dans le programme PALU, programme d'épandémose, programme ainsi de suite. Chez moi, le programme VIH a renforcé d'une façon drastique ce qui est fait basiquement pour l'enfant. Il y a 3 nouveaux programmes qui sont créés aujourd'hui, mais utilisant, c'est-à-dire la valeur ajoutée que nous avons produite de ce programme. Donc, si vous ne mettez pas ça en place, c'est difficile. Si vous voulez avoir le leadership qui est derrière vous, si vous n'allez pas dans ce sens, il ne vous suit pas. Si dans les centres, on dit, oui, mais votre truc là, vous faites dépenser de l'argent. Mais si vous avez produit quelque chose que vous voulez vendre, ils vont dire, ah non, continuez, tu vas produire parce que ça nous est utile.
Mais sinon, ça n'est qu'utile que ce que vous faites des gens qui sont des sources de dépenses. Pensons-y. Donc, 2 minutes, voilà. Intégration des activités de service, motivation, je suis déjà à la fin. Pour dire que la prise en charge pédiatrique doit être pensée et organisée. Elle doit être pensée et organisée. Et il faudrait réellement une capacitation des acteurs. Le mot-clé, c'est l'empowerment que les anglophones utilisent. La capacité de voir nos problèmes et nous-mêmes de trouver les solutions. Quand la solution vient d'ailleurs, elle est biaisée forcément. Il y a beaucoup de programmes qui disent, mais on vous l'a imposé. Je viens de faire une semaine en Zambie, au Zimbabwe, mais ils disent, les programmes, c'est nous qui faisons le programme, ensuite, les partenaires viennent. Et quand vous allez quelque part, ils disent, ah non, si nous ne sommes pas d'accord, il ne peut pas le faire. J'ai vu l'exemple de PSI à Harare, l'exemple de PSI aussi à une zone qu'on appelle Kwekwe. C'est ça, ownership. C'est ce que j'ai envie de faire. Vous m'accompagnez. Si ce n'est pas ça, go. C'est simple. Mais au niveau aussi de la programmatique, il faudrait que nous n'avons pas la structure qui doit vraiment dire là où vous êtes en êtes, là où vous en êtes. Qu'est-ce que nous pouvons vous donner? Quand nous faisons les formations ici, nous avons mis la visite des sites. Mais je disais au docteur de Soudan, c'est bien, on y va, les gens disent voilà ce qu'ils ont comme problème, mais qu'est-ce que nous leur apprenons concrètement? Ils nous reçoivent, nous sommes contents d'apprendre d'eux, ils nous disent qu'il y a des problèmes, mais personne pour leur dire voilà ce que. Mais dans ces conditions, nous allons finir par tuer ce que nous sommes en train de faire. Mais aussi la gratuité de la reconnaissance. Quand on travaille, le mérite, c'est le mérite. Pas de la tenue que la personne porte, sa taille, sa couleur, c'est juste le mérite et ce qui est fait, qui est reconnu. Et ça, c'est important. Si vraiment nous voulons faire la prise en charge pédiatrique et que ce niveau de conscience ne rentre pas en ligne de cause, ça pose un problème. Les 3 C, c'est Florence qui me les a passés. Confiance, compétence. Il faut avoir la compétence. Il faut avoir la confiance. Et il faut avoir aussi de la conscience. Donc, je vais finir par distribuer une rose à chacun de ces partenaires. C'est des roses qui ont été cultivées dans mon service. Je vous remercie.